Bonsoir, un point d'écart à peine entre l'Angleterre et la France à Twickenham, mais c'est l'Angleterre qui gagne. Le défi fou d'Olivier de Kersauzon, le tour du monde à la voile en moins de 80 jours, nous le retrouverons en direct de Brest. Déclaration musclée de Bagdad ce soir, l'Irak affirme avoir repoussé des appareils ennemis. L'union affichée par les ténors de l'opposition en France, Giscard et Chirac se montrent ensemble, mais ne voient pas la cohabitation de la même manière. Voilà les titres que nous développerons au cours de ce journal. Le premier avec une pointe d'amertume. Le 15 de France a frôlé l'exploit en Angleterre. Il n'a été battu que d'un point, 16-15. Alain Escoubet. On a beau dire, on a beau faire, un point c'est un point et la France a perdu. Déjà, si elle n'avait pas encaissé cette pénalité, une minute seulement après le début du match, les choses auraient pu prendre une autre tournure. Surtout que l'équipe jouait bien, à l'image de Philippe Saint-André, auteur de 2 essais, l'un ici à la suite d'une erreur anglaise. Et l'autre un peu plus tard, après un coup de pied de relance de Didier Cambera-Béraud. Mais quand on a la guigne, elle vous suit jusqu'au bout, et on ne peut pas dire que sur ce coup-ci, l'équipe de France ait été chanceuse. Une pénalité sur la barre, la balle rebondit et est récupérée par un Anglais pour un essai heureux ou malheureux, selon du côté où l'on se place. À 13-12 à la mi-temps, pourtant rien n'était perdu, mais l'écart restera le même jusqu'au bout grâce à une pénalité par Webb pour les Anglais, puis une autre par Cambera-Béraud pour les Français. 16-15, score final, un point c'est un point, et Pierre Berbizier le regrettera longtemps, tout autant que nous. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant aujourd'hui et décevant dans la mesure où cette équipe de France a su relever la tête, a su être solidaire, a su s'élever au niveau de ses Anglais et a su être présente au rendez-vous à cet événement. C'est vrai qu'avec un brin de réussite, je crois que cette équipe de France méritait de l'emporter aujourd'hui ici à Twickenham. De son côté, l'Écosse a battu beaucoup plus facilement l'Irlande, 15-3. L'amiral veut domestiquer à nouveau l'océan. Olivier de Kersauzon veut faire le tour du monde à la voile en moins de 80 jours. Avant de retrouver en direct de Brest l'homme qui s'apprête à partir, faisons avec Pascal Doucet-Bon le tour du bateau. Ils sont prêts. Depuis déjà une semaine, Charal, Kersauzon et son équipage attendent les conditions météo optimales pour s'élancer. Charal, c'est une bête de course de 27 mètres de long et 16 de large, dotée d'un mât de 30 mètres. Voilà pour les mensurations. L'équipe de Kersauzon l'a construit en 5 mois, c'est peu en regard de l'exploit recherché. Mais en fait, le nouveau trimaran de l'amiral n'est pas complètement inconnu. Charal sort du même moule que Poulain, l'ancien bateau de Kersauzon. L'équipement et le mât sont nouveaux, mais en reprenant une coque qu'il connaît déjà, l'amiral est sûr de sa fiabilité. Et de fiabilité, il aura bien besoin parce que boucler un tour du monde en moins de 80 jours, cela veut dire réaliser une moyenne de 14 nœuds, 26 km/h pour ceux qui n'aiment pas les conversions. Cela suppose également de passer les 3 grands caps des mers du Sud, Bonne-Espérance, Le Wing et Horn. Faire tout ça avec un trimaran et en moins de 80 jours, c'est un peu comme participer au Paris-Dakar avec une Formule 1. Et l'on retrouve Olivier de Kersauzon en direct de Brest. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quel moment allez-vous partir? Vous avez programmé? Vous me posez la question que je me pose tous les quarts d'heure, moi. C'est qu'on partira lorsqu'il y aura la bascule météo. Et je pense que la bascule météo arrivera soit dimanche dans la nuit, soit lundi matin. Alors, faites-nous rêver, décrivez le parcours que vous avez imaginé. Ah ben, c'est le plus beau parcours qu'on puisse imaginer. Je ne l'ai pas imaginé. C'est le parcours du tour du monde. C'est le parcours de la planète qu'on habite, avec toutes les conditions de vent, toutes les conditions de mer, toutes les violences de l'océan, toutes ses puissances, tous ses charmes aussi. C'est quelque chose qui, maritimement parlant, pour nous, l'équipage, et d'emmener un bateau comme Charal autour du monde, on ne peut pas faire beaucoup mieux. C'est pour une vie de marin, emmener un multicoque autour du monde, un multicoque de cette taille-là, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai dit 2 fois mieux. C'est de l'enthousiasme, mais c'est aussi de l'émotion. Et on le sent ce soir. Alors, tour du monde avec ou sans escale? Vous savez, avec l'investissement que représente le bateau et peut-être la nécessité de réparer, moi, j'ai pas le droit de ne pas m'arrêter si je dois réparer. M'arrêter, ça va pas coûter très cher en fonction de l'investissement qui a été mis dans le bateau par Charal. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que Titouan Lamazou ou Florence Artaud veulent faire le tour du monde en 80 jours sans escale, Olivier de Kersauzon.
Oui, mais ils veulent faire. C'est-à-dire que ni Titouan Lamazou, ni Florence Artaud, hélas, ne sont sur la ligne de départ aujourd'hui. Et je crois qu'il faut être réaliste. Qui a les moyens de dire je pars et tout d'un coup, à cause d'un accident ou d'un incident, arrêter son investissement. En plus, il y a quand même tous les risques des compétitions. Tout le monde sait que dans la compétition, réparer, c'est pénalisant parce que le bateau s'arrête, parce qu'on perd du temps et que le chronomètre continue à tourner. Mais c'est aussi parfois la seule façon de continuer. Pascal Doucet-Bon a fait allusion tout à l'heure, en parlant de votre bateau, à la Formule 1. Est-ce que vous allez tenter d'éviter le départ malencontreux des participants du Vendée Globe, où ils sont partis comme ça très vite, ça devait passer ou casser, quoi? Ben, c'est bien pour ça qu'on veut partir en record. Partir en record, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas partir à un jour qui a été décidé par une tierce personne, c'est partir le jour où moi, skipper de Charal, j'aurais décidé que le bateau peut partir, et dans les meilleures conditions, de façon à au moins profiter une fois d'une météo qu'on aura choisie, parce que sur le reste du Tour du Monde, la météo, on va la subir. Au bout de ce tour du monde en 80 jours, si vous l'obtenez, si vous réussissez, c'est quoi? Uniquement la satisfaction, ce défi des défis? Non, je crois que c'est d'avoir fait le métier de marin au plus haut niveau. Il y a eu très peu de multicoques qui ont été autour du monde. Charal sera le 4e. Les 3 qui sont allés, je m'en suis occupé. Je me suis occupé des 3, de Penduic à Critère, en passant par Poulain, qui était mon ancien bateau. Et je crois aussi, c'est peut-être de partager avec... moi, j'ai rêvé de Jules Verne quand j'étais petit. Et que j'aimerais que tous les enfants, pouvoir leur apporter un peu le rêve que moi j'ai eu quand j'étais petit. Merci Olivier de Kersauzon, et bon départ et bon vent pour ce très beau tour du monde que vous allez tenter en moins de 80 jours. Merci. Au revoir. La situation internationale est assez grave ce soir. Bagdad affirme avoir repoussé des avions ennemis. L'information n'a pas été confirmée par la coalition occidentale. Florence Mavic nous donne les premières précisions. Bien, nous devrions avoir des précisions de Florence Mavic sur une déclaration assez musclée de Saddam Hussein et de l'armée ce soir. Bien, je crois que Florence Mavic tente actuellement de se renseigner sur ce que dit Bagdad ce soir. L'armée irakienne affirme avoir repoussé des avions ennemis, autrement dit des avions de la coalition, qui se seraient entrés dans son espace aérien. Nous n'avons pas d'autres précisions pour l'instant. Florence Mavic essaiera de nous en donner dans un instant. La vie politique française aujourd'hui, je crois qu'il y a un petit problème actuellement. Alors si on veut bien patienter un petit instant à la régie et parler maintenant de la vie politique, quand Olivier de Kersauzon, je reviens à lui, reviendra, le paysage politique français aura peut-être changé. Si l'opposition emporte les élections législatives en mars prochain, un nouveau Premier ministre succédera à Pierre Bérégovoy. Et pour avoir une chance de l'emporter, l'opposition ne veut montrer qu'un seul visage, celui de l'union. Giscard et Chirac étaient ainsi aujourd'hui côte à côte à Paris, devant les élus de leur camp, mais cette image ne masquait pas tout à fait certaines divergences. Reportage de Véronique Saint-Olive et Jacques Gérard. Quel plaisir pour Chirac, qui reçoit en sa demeure de l'hôtel de ville, que d'expliquer à Giscard le déroulement des opérations. Quel plaisir pour les élus locaux de l'opposition de voir pour la première fois depuis un an le patron de l'UDF et du RPR passer quelques heures ensemble. Et quel plaisir pour Charles Pasqua que de mettre tout de suite les pieds dans le plat de la cohabitation. Nous n'avons pas l'intention de partager le pouvoir avec le président de la République. Nous avons l'intention de l'exercer dans sa plénitude. Façon de répondre aux réticences de Giscard à l'égard de la cohabitation, façon aussi de se placer sur le terrain de la résistance à François Mitterrand. Mais Giscard insiste. Pour lui, une très large victoire pourrait éviter cette cohabitation et précipiter le départ du président de la République. Plus cette majorité sera forte, plus vous réduirez les marges de manœuvre de ceux qui voudraient la compliquer. Mais voilà que Chirac aussitôt reprend la main. Pour lui, ce débat est surréaliste. Je ne vois pas comment nous pouvons faire campagne en annonçant que notre objectif est de provoquer une crise politique qui s'ajouterait à la crise économique, sociale, morale que nous connaissons aujourd'hui. Je ne vois pas comment nous pouvons demander aux électeurs de nous faire confiance pour ensuite purement et simplement refuser de gouverner. Tous sont d'accord, le débat sur la cohabitation est un piège à division et pourtant, tous continuent d'y prendre activement leur part.
Drôle de situation, l'opposition a si bien intégré la victoire qu'elle se permet d'étaler au grand jour ses divergences sur la cohabitation sur le franc. La majorité a si bien intégré la défaite qu'elle s'offre le luxe de réfléchir sur le fond et d'imaginer la social-démocratie de demain ou d'après-demain. Témoin, ce colloque organisé à Paris par Jacques Delors est suivi par Nathalie Saint-Cric et Dominique Bonnet. Quand rien ne va plus chez les socialistes, Jacques Delors, lui, conserve la foi, c'est dans sa nature. Entouré par la fine fleur de la social-démocratie, il conviait ses amis socialistes à reprendre espoir, appelant la gauche à ne point baisser les bras en des temps où le libéralisme gagne du terrain, réactiver la pensée social-démocrate, montrer que l'on peut concilier plan et marché, progrès social et croissance économique. Le but, je pense, de ces 2 journées, c'était de dire à tous les militants qui sont un peu désabusés, arrêtons de nourrir nos complexes. N'ayons plus peur de la mode ultralibérale. Soyons fiers de l'action passée du mouvement ouvrier et de la social-démocratie. Ce ne sont pas des vieilles lunes, ce sont des acquis sociaux. C'est un modèle de société que nous ne laisserons pas grignoter peu à peu. Pas de mélange des genres, la campagne électorale pour les uns, le chantier intellectuel pour Jacques Delors et les siens. Ce week-end, on voyait loin, par-delà les prochaines législatives, on préparait le futur. Michel Rocard était là, normal pour un candidat à la présidentielle, aux côtés de Jacques Delors, qui lui n'est pas candidat, pour l'instant. Bernard Kouchner est reparti pour Sarajevo avec à ses côtés l'écrivain Bernard-Henri Lévy, partisan d'une intervention armée en Bosnie, et dans ses bagages, 2 blocs opératoires. François Cornet. Visite de 24 heures destinée à marquer la solidarité de la France à l'égard de la Bosnie. Accompagné du président bosniaque, le ministre français de la Santé et de l'Action humanitaire a quitté immédiatement l'aéroport, cible privilégiée des tireurs embusqués. Une capitale relativement calme en ce samedi après-midi, après une nuit d'intenses combats. Pour l'hôpital de Sarajevo, 2 blocs opératoires en effet dans les bagages de Bernard Kouchner, qui a rappelé que les actions humanitaires ne résoudront pas le problème politique en Bosnie. Elles sont parfois efficaces et ici elles le sont pour maintenir en vie ou pour permettre de survivre à un nombre important de gens ici en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo particulièrement. Mais elles ne sont pas chargées de régler le problème politique. Une aide humanitaire qui rencontre de plus en plus de problèmes. Ce convoi sous escorte militaire des Nations Unies devait ravitailler la ville musulmane de Zepa, assiégée depuis 9 mois par les Serbes en Bosnie orientale. Il transportait 80 tonnes de vivres et de médicaments. Bloqué aux portes de la ville, il a été contraint à rebrousser chemin. Ces gestes humanitaires sont évidemment appréciés par les habitants de la capitale assiégée, mais ils attendent davantage de la communauté internationale. Et il semble être sur ce point entendu par Jean-Paul II en personne. Le pape, qui condamne sévèrement l'attitude des Serbes, appelle la communauté internationale à désarmer l'agresseur. Jean-Louis Le Senne. Comme il l'avait fait la semaine dernière au cours de ces 2 journées de prière à Assise, Jean-Paul II aujourd'hui s'est avant tout attaché à donner son point de vue sur la Bosnie-Herzégovine. Mais devant les 145 ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, il a aussi voulu donner une leçon de morale à l'Europe. Toute l'Europe en est humiliée. Ces institutions sont déconsidérées. La communauté internationale devrait montrer davantage sa volonté politique de ne pas accepter l'agression et la conquête territoriale par la force, ni l'aberration de la purification ethnique. La guerre d'agression est indigne de l'homme. La destruction morale et physique de l'adversaire ou de l'étranger est un crime. L'indifférence pratique face à de tels agissements est une omission coupable. Enfin, qui se livre à ces exactions, qui les excuse ou les justifie, en répondra non seulement devant la communauté internationale, mais plus encore devant Dieu. Comme d'habitude, le pape s'est réjoui de l'arrivée de nouveaux représentants diplomatiques auprès du Vatican, et cette année, de ceux de Slovénie et de Croatie. Mais le souverain pontife a souligné qu'il espérait bien que d'autres viennent les rejoindre rapidement, et nommément ceux de Chine, du Vietnam, de Jordanie et d'Israël. Et cela, même pour des vœux, c'est beaucoup moins traditionnel. Jean-Paul II a évoqué également les privations cruelles, je le cite, du peuple irakien, sans faire allusion au bras de fer qui oppose Bagdad à l'ONU, et ce bras de fer continue, je vous le disais au début de ce journal. L'Irak affirme avoir repoussé des avions ennemis
qui ont pénétré dans son espace aérien. Florence Mavic. Faute de pouvoir opposer à la coalition alliée une armée puissante, Saddam Hussein a mobilisé quelques bataillons de femmes ce matin dans les rues de Bagdad. Aujourd'hui, c'était le 2e anniversaire de la mère de toutes les batailles. Le cortège s'est arrêté devant le bâtiment des Nations Unies en criant sa colère contre l'embargo et l'Occident. Plus calme, mais tout aussi déterminé, le vice-premier ministre Tarek Aziz s'est fait menaçant en indiquant que les missiles solaires de la défense aérienne ont été activés. Ordre a été donné à tous les commandants de tirer sur les avions pénétrant dans l'espace aérien irakien. Pourtant, l'Irak a fait un pas en arrière en annonçant que la mise en garde excluait les avions de l'ONU à condition que ces derniers arrivent par l'ouest depuis la Jordanie. Leur sécurité sera assurée. S'ils s'aventurent au nord et au sud du pays, c'est à leurs risques et périls. Par tous les biais possibles, Saddam Hussein tente de tenir tête au Conseil de sécurité. Et hier, quelques journalistes et caméramans ont eu droit à une visite guidée sur les lieux du raid allié aux alentours de Bassora. Villages en ruine, blessés sur leur lit d'hôpital, les autorités irakiennes affirment que le bombardement ne visait pas un objectif militaire, mais les civils. Le Conseil de sécurité n'apprécie pas et les États-Unis parlent d'une nouvelle expédition punitive. Des soldats américains arrivent au Koweït, au grand soulagement des Koweïtis, très inquiets derrière leurs fragiles frontières de barbelés. Cette tension entre l'Irak et la coalition occidentale embarrasse les pays arabes, y compris ceux qui avaient participé à la guerre du Golfe aux côtés des États-Unis et de la France. C'est le cas de l'Égypte et de son président Hosni Moubarak, qui a avoué son trouble à notre envoyé spécial, Philippe Arroir. Être un dirigeant arabe modéré comme Hosni Moubarak n'est pas confortable. Le président égyptien, qui avait paru condamner il y a 3 jours et Saddam Hussein et le raid contre l'Irak, nuance aujourd'hui sa pensée. Ce que nous avons dit, c'est que nous condamnons ouvertement les aventures irresponsables du régime irakien, ce qui nous amène aussi à regretter les réponses que cela entraîne, car en fin de compte, le perdant, c'est le peuple irakien. Le peuple égyptien retiendra, lui, qu'il y a bien 2 poids et 2 mesures au Proche-Orient, ce que reconnaît tout à fait M. Moubarak. M. Moubarak voudrait bien tenter de convaincre les Israéliens de changer de position à propos des Palestiniens déportés. C'est pourquoi il dépêche ce dimanche son ministre des Affaires étrangères à Jérusalem. L'Égypte a du vague à l'âme. Les touristes principal revenu du pays se sont fait prier pour venir à cause des attentats des islamistes de l'an dernier, qui ont obligé le gouvernement à réprimer sévèrement. Conséquence, moins d'argent pour le commerce. Et voilà en plus que des événements comme la déportation de Palestiniens au Sud-Liban et le raid contre l'Irak viennent bouleverser la conscience de l'homme de la rue. Comment admettre le double jeu des Américains et de leurs alliés, indulgence pour Israël, intransigeance pour Saddam Hussein? En France, les préoccupations du jour sont fort différentes. 5000 chasseurs ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Nantes pour demander le maintien des dates traditionnelles de chasse de la mi-juillet à la fin février. Jacques Deveau. Ils étaient 5000 chasseurs ce matin dans les rues de Nantes, une mobilisation importante contre la réduction de la durée de la chasse aux migrateurs d'1 mois. Selon les chasseurs, c'est un nouveau coup porté à leur loisir. En réduisant régulièrement la durée de la chasse, on finira par la faire disparaître. L'ouverture était le 14 juillet. Tous les ans, nous grignotent 1, 2, au moins 2 semaines. Et les périodes de chasse se rétrécissent petit à petit. Et l'objectif final de ceux qui sont hostiles à la chasse, c'est de la faire disparaître. Par conséquent, il faut qu'on fasse savoir quand même qu'on tient à notre sport. Parce que c'est un sport, c'est pas de la destruction. Des chasseurs qui ont le sentiment d'être moins écoutés que les écologistes. À 2 mois des élections, c'était l'occasion de rappeler aux politiques que les chasseurs ont aussi un bulletin de vote. Si vous aimez le grand frisson filé à Avoriaz, le festival du film fantastique s'ouvre aujourd'hui sous les yeux déjà écarquillés de Vincent Guérards et Michel Janulatos. Que la fête commence. Et la fête a commencé ce matin. Les festivaliers ont débarqué dans le désordre et ont eu droit à leur première surprise. Il y a du soleil, mais il n'y a pas de neige. L'an passé, pour le 20e anniversaire, la neige était là et les festivaliers passèrent plus de temps sur les pistes qu'au cinéma, les films n'ayant pas déclenché l'enthousiasme. On a remusclé le tout cette année, à commencer par le jury, dont voici le président.
Comment ça, qui sait? Mais oui, madame, vous l'avez reconnu, c'est Christopher Lee, alias Dracula dans les années 60. Et le président a des idées très précises sur le fantastique qu'il aime. Je n'aime pas les films avec trop d'effets spéciaux dedans. Je n'aime pas les films avec trop de violence, trop de maquillage, parce que ça veut dire que vous avez deux extrêmes. Et le pauvre comédien ou la comédienne se trouve entre les extrêmes. Où est la comédie? Aux côtés de Christopher dans le jury, Sylvie Vartan. Dracula lui fera-t-elle encore peur? Non, plus maintenant, mais j'avoue que j'ai tremblé quand j'étais petite fille. Mais rassurez-vous, Sylvie, les frissons ne manqueront pas. Avec Fortress, par exemple, et notre Christophe Lambert national, prisonnier au XXIe siècle d'une prison souterraine en compétition demain. I don't think you realize your predicament. You have nowhere to hide. Ou encore avec un film du néo-zélandais Jackson, Brain Dead, un film gore pour toute la famille, paraît-il. Ou enfin avec Virginia Madsen, l'héroïne de Candyman, qui ouvre le festival ce soir. La belle Virginia, nullement impressionnée par la piscine cauchemardesque de l'hôtel, et pour cause. Oh, vous savez, toute petite déjà, j'ai aimé les histoires fantastiques. Je regardais tous les films en noir et blanc, les Frankenstein et les Dracula. Candyman, ou l'histoire d'une universitaire qui étudie un mythe urbain, Candyman donc. Le mythe devient réalité, la poursuit et va la persuader de devenir sa victime consentante. Faites de beaux rêves tout de même. France 2 innove ce soir avec deux premières. Surprise, surprise à 20h50 avec Marcel Béliveau et Georges Belair, qui ont pris l'engagement, et ils le tiendront, de vous faire rire. Et Hardimat à 22h05, la nouvelle émission de Thierry Ardisson, qui a pris, lui, l'engagement de se retirer si vous n'êtes pas satisfait de lui. Bienvenue sur le plateau d'Hardimat. Comme vous le savez, j'ai pris un pari fou auprès de la direction de la chaîne, celui de vous tenir en haleine tous les samedis soirs pendant 1 heure. Si vous zappez, si je ne fais pas assez d'Hardimat, je suis viré. Double jeu? Oui, enfin viré, c'est-à-dire bien sûr je ne vais pas être viré la semaine prochaine, puisqu'on sait bien que sur le service public on doit faire de l'audimat et de la qualité, alors on peut penser qu'on appellerait ça l'ardimat, mais enfin c'est vrai qu'en tous les cas sur 6 mois ou sur un peu plus c'est valable, c'est vrai que sur ma carrière, cette émission est un échec, je serais viré, c'est clair. Vous serez viré ou vous virerez vous-même? Ouais, je me virerai peut-être moi-même. Hein, vous êtes tellement surprenant. Ouais. C'est un plateau de présentateur que vous nous montrez là. Bah oui, c'est-à-dire je change de rôle, c'est-à-dire avant moi j'avais toujours des invités à côté de moi que je torturais sur mon canapé. Et là, c'est un tournant. Ça fait 7 ans que j'interviewais des gens, des stars. La semaine dernière, on a fait toute une rétrospective de ça. Puis là, je commence face caméra, comme vous, tous les soirs. Et c'est très dur. Alors, c'est bien le personnage Ardisson. Vous avez été pendant des années sadique avec vos invités. Oui. Là, vous êtes maso. C'est-à-dire que vous demandez aux téléspectateurs d'être peut-être un jour sadique avec vous. Absolument. D'ailleurs, l'émission commence. Il y a cette musique un peu pompier quand même. Il y a François Rollin qui me dit, mon pauvre Thierry, vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Mais vous n'êtes pas sympathique, vous savez, Thierry. Et c'est un animateur qui est donc face à la caméra, comme ça. Et alors, sur ma droite, il y a Rollin qui incarne la direction de la chaîne, qui incarne la direction amusante. Enfin, bon. Et sur la gauche, il y a un couple de téléspectateurs. Et moi, je suis entre le marteau de la direction, l'enclume du public, vous connaissez ça aussi, et puis j'essaye de m'en sortir. Alors, comment vous allez mesurer le degré de satisfaction ou de rejet à votre égard des téléspectateurs? Ça se passe comment? C'est-à-dire que l'émission est enregistrée, je crois que ça, on s'en est jamais caché, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien les choses fignolées et travailler. Vous voulez éviter les incidents de tout à l'heure, là? Par exemple. Par exemple. Et donc, l'émission est enregistrée, mais on a listé des plages de résultats. Donc, les gens téléphonent, ils font 36, 65, 7, 1, 2, 3. Et ensuite, quand ils appuient sur le 1, s'ils aiment, ils appuient sur le 1. S'ils n'aiment pas, ils appuient sur le 0. Voilà. Et donc, on voit la courbe qui va monter, descendre comme ça. C'est les courbes qu'on a tous les lundis matins, nous, dans le... Mais ça va être terrible pour vous, ici, le 0 comme ça. Oui, ça va être terrible. Je sais pas. Alors, je vais peut-être, je sais pas, on va me voir dans la deuxième émission, au bord du pont Alexandre III,
prêt à me jeter avec quelqu'un qui va me dire allez, c'est pas si grave que ça. Tout ça est très scénarisé, très écrit. C'est un petit discours sur la télévision. Et puis surtout, ça permet de monter des extraits de qualité. Oui, mais avec un risque considérable, c'est une sorte de surenchère. C'est comme les reality shows, quoi. Oui. Si vous décevez, Oui. vous allez faire une sorte de fuite en avant, peut-être un jour pleurer en direct, je sais pas. Oui, sauf que nous, il y a de l'humour. Ah, Nous, c'est au deuxième degré. C'est-à-dire qu'en plus, on montre pas, parce que si on voulait faire vraiment de l'audimat et non pas de l'ardimat, on montrerait, bien sûr, on sait ce qu'il faut montrer pour faire de l'audimat. Moi, quand le Vamour chante C'est si bon sur mes genoux, je fais 38% de part de marché, c'est clair. Donc là, l'idée, justement, c'est de montrer, d'essayer de faire de l'ardimat, c'est-à-dire de faire malgré tout des choses qualitatives. Donc on a des extraits de films, on a des archives, c'est assez sophistiqué. Alors très sincèrement, Thierry Ardisson, Ouais. on n'aime pas, il y a un ton Ardisson. Est-ce que ça veut dire que pour la qualité, le ton Ardisson, le vocabulaire Ardisson va changer? Bah, j'ai dit que j'étais prêt à tout pour faire de l'ardimat, même de la qualité. Je pense que oui, je pense qu'il y a un Ardisson qui écrit des bouquins, un Ardisson qui posait des questions insensées aux stars. Si les deux pouvaient se réconcilier, ce serait formidable. C'est une mue ce soir, là? Peut-être, peut-être. 22h05, merci Thierry Merci, Ardisson et bonne chance. Merci. On va conclure notre journal avec un reportage étonnant de Thierry Hay et de Jacques Luigi, Ardisson-Info ou Intox. Reportage étonnant sur un homme étonnant, il s'appelle Nicolas Frise. Il prétend que le bruit dans la ville peut nous bercer comme une symphonie. Il suffit, dit-il, d'y ajouter un simple son, celui du violoncelle. Quand l'alarme sonne, personne ne bouge et surtout, le public ne s'en va pas aux abris, le dompteur de son n'aimerait pas ça. Vous êtes dans un concert et tout cela est prévu. Concert pour instruments classiques et sons urbains par les habitants d'une ville, Saint-Denis, pour les habitants de toutes les villes. 300 interprètes, basses, sopranos, choristes, la plupart des enfants, plus clavecin, cor, castagnette, clipot, clochette, klaxon, conserve, grelot, éclat de rire et 3 machines peu banales. Machine à souffle, machine à frottement de tissu. Machine à gouttes, option, petite averse. Du Jacques Tati avec un sens de l'humour moins développé. Concert sérieux s'il en est, car il a demandé 2 ans de travail. Mission, attirer l'attention de tous sur les bruits de la ville et réclamer une véritable éthique sonore. Autrement dit, qu'architectes et industriels réfléchissent dès le départ aux sons émis ou réfléchis par leur création. Explication du chef d'orchestre, auteur, concepteur, penseur, rêveur. Le problème, c'est pas de faire moins de bruit, c'est de faire du meilleur bruit. On fabrique des maisons, on fabrique des avenues, on fabrique des places qui sont assez idiotes, qui réfléchissent les sons ou qui au contraire les absorbent alors qu'on a besoin de s'entendre ou au contraire qui en mettent tellement qu'on n'arrive plus à s'entendre. J'aimerais que les acousticiens, les aménageurs réfléchissent un peu à ce qu'ils font. Choisir les bruits, ne plus les subir, alors rêvons un peu. Demain, la voix du camelot, l'alarme des pompiers, le camion en marche arrière et le sifflet du gendarme s'harmoniseront peut-être comme une douce mélodie le soir au coin des carrefours. Un dernier mot en guise d'hommage. Le Festival international des programmes audiovisuels, le FIPA, qui se tient à Cannes, a récompensé France 2 en accordant un FIPA d'or à envoyé spécial de Paul Naon et Bernard Benjamin pour un reportage émouvant sur le sida, Le cœur des hommes de Claude Chély. Un autre FIPA d'or a été attribué à Maurice Felevic et Ahmed Rached pour un film produit par France 2, c'était La guerre. Dans quelques instants, Sophie Davant vous dira des choses très douces sur le temps très doux dans notre pays, ensuite du rire avec surprise, surprise, et du risque pour lui avec Ardisson. Catherine Sellac vous présentera le dernier journal à 23h10 avant la diffusion en différé du match Écosse-Irlande à 23h30. À demain 13h, bonne soirée sur France 2, bonsoir.